Bonjour à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va parler effet placebo et effet contextuel. Avant de commencer, ici vous avez mon Instagram, ok, où le but là c'est de rigoler, réfléchir autour de certains sujets, vous faire des retours d'expérience de certaines personnes. La dernière fois on avait parlé notamment de la spondylarthrite axiale et je vous avais partagé le témoignage d'un kiné justement qui était touché par cette pathologie et qui racontait un petit peu son parcours du combattant pour avoir en fait justement son diagnostic, ok. Et sur TikTok, je remets exactement les mêmes reels que sur Instagram. Le but ici, c'est d'avoir juste 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives. On en est... Enfin, j'en suis très loin pour le moment. Mais enfin bon, je continue de poster là-bas, on sait jamais. Estimation du temps de la vidéo, en fait, elle est super longue. Il y a plus d'une trentaine de diapos. Franchement, ça va être super long. Ça va être très long pour vous. Ça va même être très long pour moi. Donc peut-être des moments, j'essaierai d'accélérer un petit peu. De toute manière, si vous voulez aller plus loin, sur chaque diapo, vous avez les refs, si vous voulez creuser un petit peu de votre côté. Donc on va attaquer. Avant ça, donc je vais parler de la formation qui est toujours accessible. Avant, en fait, vous avez peut-être déjà vu cette vidéo-là. C'est un extrait de cette formation-là. Du coup, je suis en train de faire une mise à jour en ce moment. Et je vous ai mis la mise à jour du syndrome de la queue de cheval en fait sur YouTube, ok. Donc ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il y a. Dans cette vidéo là d'ailleurs je dis que en fait cette formation là elle fait 270 diapos, mais là avec la mise à jour que je suis en train de faire actuellement elle va passer à... En fait je pensais 400 diapos mais en fait j'ai quasiment doublé le contenu. Je pense qu'on sera largement aux 500. Si vous vous procurez la formation en ce moment, en fait c'est toujours l'ancienne version, mais dès que la nouvelle, j'ai fini de la mettre à jour et que j'ai fini de tourner les vidéos, elles vont dessus et en fait, voilà, il n'y a pas besoin de repayer, ok. Les mises à jour, je les mets au fur et à mesure, ok. Donc ouais, voilà, ça, il y a vraiment une grosse augmentation du contenu de la formation, ok. Et du coup, on va commencer avec le placebo. Donc on va commencer avec des petites définitions. Alors il va y avoir beaucoup de lectures. En plus, j'ai commencé les diapos il y a un moment, donc je me rappelle pas forcément de tout ce que j'ai écrit, donc je vais peut-être lire un petit peu, peut-être même beaucoup en fait. Donc je vous invite à peut-être l'écouter vraiment au format vraiment podcast, hein, pour le coup celui-là. Ah oui, estimation du temps de la vidéo, je l'ai pas dit. 33 diapos, là je pense qu'on va partir pour 1 heure, hein, clairement. Voilà, donc ça va être une vidéo très longue pour vous, et même pour moi ça risque d'être très long. Donc le placebo, c'est une intervention qui est supposée ne pas avoir d'effet spécifique, ok, c'est-à-dire un effet pour lequel il existe une théorie empiriquement étayée de son mécanisme d'action sur la condition en question, mais qui s'est avérée supérieure à l'absence d'intervention, ok. Et ensuite on a la réponse au placebo qui est définie comme les changements de santé qui résultent de l'administration d'un traitement inactif, c'est-à-dire les différences de symptômes avant et après le traitement, englobant l'histoire naturelle et la régression à la moyenne, ok. Elle fait référence à des effets contextuels et non spécifiques. Certains auteurs assimilent la réponse au placebo aux effets contextuels, ce qui est trompeur étant donné que les effets contextuels sont générés uniquement par l'exposition aux facteurs contextuels, par exemple les attentes et le cadre de l'intervention. Ok. Par conséquent, les effets non spécifiques doivent être distingués des effets contextuels. Ok, ça c'est hyper important, on va le voir de toute manière, car les premiers se produisent indépendamment du traitement fourni. Et oui, donc en fait les effets non spécifiques, vous les avez toujours, peu importe que vous fassiez un traitement ou pas. Les effets contextuels sont étroitement liés au traitement spécifique fourni, ce qui signifie qu'ils sont influencés par les caractéristiques et les composantes uniques de l'intervention. Mais ça on va le voir. Normalement il y a un plan, ok. Donc on va voir un peu des définitions. Après on va voir un petit peu comment ça marche d'un point de vue biologique, neurochimique et tout ça. On verra est-ce qu'on peut booster un petit peu cet effet-là dans nos consultations. Et à la fin, normalement, je partage des petites expériences pour expliquer tout ça. Ok. Donc la première partie, il faut s'accrocher un peu. Mais si vous comprenez pas ça, en fait, vous allez rien comprendre. L'effet placebo, en fait, alors, mécanisme de réponse placebo, donc... Là, on va rester sur ces petites explications-là avec des exemples. Les réponses placebo sont principalement déclenchées par des facteurs cognitifs, comme les attentes du patient. Ça, on va en parler beaucoup. Les attentes du patient concernant les bienfaits du traitement et par des processus d'apprentissage comportemental ou de conditionnement associatif. On va beaucoup voir facteurs cognitifs, donc les attentes. Ok, est-ce que le patient il pense qu'il a des attentes positives par rapport au traitement, des attentes négatives? Sachant qu'ici, je me suis surtout concentré sur la partie placebo. Peut-être plus tard, je ferai une partie sur le nocebo.
Les mécanismes cérébraux qui initient et médiatisent les réponses placebo sont illustrés par le réseau de modulation de la douleur descendante, qui comprend des structures cérébrales telles que, et là vous n'êtes pas obligé de les retenir, on va avoir beaucoup de noms compliqués, c'est pas forcément important. Mais là du coup, on va avoir le cortex préfrontal dorsolatéral, le cortex singulaire antérieur, l'amygdale, la substance grise périaqueducale. Donc toutes ces régions du cerveau, en fait, elles interagissent pour déclencher des réponses émotionnelles placebo et d'autres types de réponses physiologiques à différents niveaux, ok ? Et différents niveaux, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, l'effet placebo, il peut agir à plein de niveaux différents. Ça peut agir sur l'humeur, ok ? Donc on peut avoir des changements dans l'activité électrique ou métabolique, dans les régions cérébrales, ok ? Comme l'ACC, on verra après ça ce que c'est, l'amygdale, le striatum ventral, ces modifications influencent l'humeur et les états émotionnels. L'effet placebo peut également être influencé par des variants génétiques, ça on le verra aussi. Mais ça peut influer sur la fonction respiratoire, ok ? Sur la fonction cardiovasculaire, sur les fonctions immunitaires, sur les fonctions gastro-intestinales, sur les fonctions endocriniennes, sur la douleur, c'est ça qui va nous intéresser, et la fonction motrice, ok ? Notamment dans le cas de la maladie de Parkinson, c'est très étudié l'effet placebo, ok ? Et on verra des petites expériences. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça ? Bon là je vous ai mis les mécanismes d'action à chaque fois, et on s'en fiche, hein, mais sur la douleur par exemple, va y avoir l'activation des opioïdes endogènes, de la dopamine, on va voir aussi normalement les endocannabinoïdes, voilà. Donc tout ça, on va en parler. Et si on se concentre par exemple sur la fonction gastro-intestinale, les réponses placebo peuvent entraîner une réduction conditionnée des symptômes gastro-intestinaux, en particulier dans des conditions comme le syndrome de l'intestin irritable, voilà. Pour la fonction immunitaire, le conditionnement comportemental peut entraîner une suppression des cytokines inflammatoires et une réduction de l'activité des lymphocytes, ok ? Bon, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça agit partout, ça va pas agir que sur la douleur, ok ? Avant d'aller plus loin, on va juste s'arrêter sur cette diapo, donc il y a des choses qu'il faut savoir, ok ? Histoire naturelle de la maladie, régression à la moyenne, c'est des choses qu'il faut connaître, ok ? On va en parler juste après. Si vous voulez aller un peu plus loin, en fait, allez voir cette vidéo-là, et cette vidéo-là. C'est deux choses qu'il faut vraiment comprendre. Là, c'est pourquoi en fait vous pensez que certains traitements marchent alors qu'en fait ils sont éclatés. Et là, on revoit la même chose, mais on ajoute en fait des effets statistiques qu'on peut retrouver dans les études et qui peuvent expliquer aussi des petites bizarreries de temps en temps. Ok ? Effets non spécifiques, contextuels et spécifique. Donc là on va rentrer, alors ça c'est vraiment une chose qu'il faut comprendre, si vous connaissez pas ça, vous pouvez pas comprendre l'effet placebo et les effets contextuels et tout ce qui se passe, ok ? Donc les effets non spécifiques, donc on a l'évolution naturelle de la maladie, donc avec les fluctuations naturelles de la gravité de la maladie, la régression à la moyenne, l'erreur de mesure, l'erreur aléatoire, la rémission spontanée et l'effet Hawthorne. Donc en gros qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Évolution naturelle, c'est quoi ? C'est en gros, vous avez mal au dos, ok ? 50% des maux de dos passent en 5 jours. En fait, il y a 50% de chances que pour vous, votre mal de dos, il passe en 5 jours, ok ? Donc peu importe ce que vous faites entre 0, J0 et J5, si la douleur elle passe au bout de J5, en fait c'était peut-être juste que en fait ça s'est amélioré parce que c'est l'évolution naturelle. Les fluctuations naturelles, donc là c'est par exemple pour les pathologies où il y a, on va prendre une pathologie inflammatoire avec des poussées inflammatoires. Il y a des poussées, il y a des phases où ça va mieux, des poussées, des phases où ça va mieux. Si vous appliquez un traitement et que derrière ça va mieux, en fait c'était peut-être juste une fluctuation de la pathologie inflammatoire, par exemple si c'est des crises inflammatoires. Régression à la moyenne, ça c'est juste... mais normalement vous connaissez, hein, si vous avez vu les autres vidéos, c'est pour ça qu'il faut aller voir les autres vidéos. Là vous me forcez à répéter si vous n'avez pas vu. Régression à la moyenne, c'est qu'en fait vos symptômes ils vont se distribuer autour d'une certaine moyenne. Donc par exemple si on parle de la douleur au dos, en général on va dire vous avez mal à 5 sur 10, peut-être il y a un moment donné vous allez avoir un écart et hop vous allez avoir mal à 7 sur 10. C'est peut-être là que vous allez consulter, derrière ça va aller mieux, mais en fait par effet statistique, dès que vous avez une valeur qui s'éloigne de la moyenne, derrière elle s'en rapproche, et en fait peut-être que vous n'aurez rien fait, que ça serait quand même allé mieux. L'erreur de mesure c'est, je sais pas, un jour vous avez mal, vous cotez la douleur à 5 sur 10, un autre jour vous avez mal vraiment pareil, mais bon, les choses font que vous la cotez à 7 sur 10, voilà, il y a une erreur, ok ? Effet Hawthorne, c'est en gros c'est le fait que quand on sait qu'on est observé ou qu'on est dans une étude ou des choses comme ça, on va avoir tendance à modifier certains comportements qui vont favoriser le fait que ça aille mieux, ok ? Et on n'a pas mis, mais aussi il y a peut-être j'ai mis dans la diapo d'avant, voilà, influence sur la santé coïncidant avec un traitement particulier.
Ça, c'est une chose qu'il faut connaître, c'est que votre patient, quand il vient vous voir, peut-être qu'il a mal au dos, mais peut-être qu'il dort pas bien, peut-être qu'il mange pas bien, peut-être qu'il fait pas de sport. Et en fait, quand il vient vous voir, il met en place aussi, il se dit, oh, bon, j'ai mal au dos, je vais voir le kiné, ou l'ostéo, peu importe, mais il se dit, ah, à côté, c'est vrai que je dors pas très bien en ce moment, donc je vais essayer de dormir plus, manger mieux, faire du sport. Et en fait, ça se trouve, il s'est amélioré tout seul, juste il est venu vous voir en même temps, et vous allez vous dire, oh putain, mon traitement il marche super bien. Alors qu'en fait, vous avez été inutile. Enfin, inutile, j'abuse, mais voilà. Effets contextuels. Donc les effets contextuels, c'est des changements dans le résultat clinique qui résultent de l'exposition à des facteurs liés au contexte de l'établissement des soins de santé. Ok ? Ces facteurs, ils comprennent les aspects liés au patient, donc ça va être notamment ses attentes, en matière de traitement, les facteurs qui sont liés au thérapeute, donc est-ce que vous êtes beau, est-ce que vous êtes gentil, est-ce que vous êtes aimable, les relations entre le patient et le thérapeute, et les contextes d'intervention, Donc ça, c'est un effet du traitement qui va être indépendant des effets spécifiques de l'intervention que vous allez faire, et sont synonymes d'effets liés au placebo qui se produisent même en l'absence du traitement inerte. Ici, donc qu'est-ce qui se passe en fait? En gros, c'est que si vous faites rien, le patient il va quand même s'améliorer normalement. S'il a mal au dos par exemple, ça va s'améliorer. Si vous mettez un traitement placebo, donc vous faites un traitement mais vous savez qu'il n'a aucun effet spécifique, votre traitement, en fait vous allez quand même avoir une amélioration du fait de ces effets contextuels là. Et si ce que vous appliquez, en plus de ça, ça a des effets spécifiques, et en gros vous allez rajouter ici une petite couche. Mais vous voyez que les effets spécifiques, c'est pas la plus grande partie, c'est pas ce qui est le plus important, hein, donc voilà, donc votre patient il a mal au dos, il fait rien, hop, ça s'améliore quand même. Votre patient il a mal au dos, vous lui mettez des ventouses, on sait que ça sert à rien, mais bon, il y a des effets contextuels, et vous lui faites de la thérapie manuelle, vous lui rajoutez les effets placebo, et il y a un peu d'effets spécifiques, on va dire, voilà, très peu, mais on va dire, voilà, Effets spécifiques, c'est les effets qui découlent du traitement en lui-même et d'un mécanisme d'action physiologique particulier, notamment dans le cas, par exemple, c'est surtout facile à comprendre si vous prenez un médicament, Si vous prenez un médicament qui, on va dire un antidouleur, pour une douleur précise, vous utilisez le bon médicament, le fait de donner le médicament, vous allez avoir l'effet placebo, mais vous allez surtout avoir l'effet spécifique s'il bloque les bons récepteurs ciblés et qu'on sait que ça cible ces récepteurs-là qui sont responsables de la douleur qu'a votre patient. Les effets contextuels estimés sur l'intensité de la douleur représentent environ 30% de la différence cliniquement significative minimale pour la réduction de la douleur, et entre 30 à 40% de l'effet des traitements recommandés pour la douleur. Donc dans les traitements qu'on recommande pour la douleur, 30 à 40% de l'effet, c'est peut-être dû à l'effet placebo, ou on va dire aux effets contextuels, surtout. Il est possible que les effets contextuels plus importants puissent être obtenus en utilisant certains types d'interventions placebo, par exemple les aiguilles, certaines formes de thérapie manuelle et tout ça. Et effectivement, c'est ce qu'on peut retrouver dans cette étude ici. Alors après, c'est pour ça aussi qu'il faut que dans l'étude, le placebo il soit bon, Tous les placebos, si vous comparez une intervention et une intervention placebo, il faut que le placebo il soit bien, sinon vous allez surestimer les effets spécifiques, Mais par exemple, si on regarde ici, donc le dry needling, donc là ça parle d'aiguille, c'est pour ça que je vous ai mis ça là. En fait, là on voit que la portion bleue ici qui représente les effets non spécifiques ou les effets contextuels, en fait voilà, ils sont quand même assez élevés, et que l'effet spécifique en rouge il n'est pas forcément très élevé, Ici, si on regarde, là c'est pour les douleurs de genoux, il me semble. Si on regarde ce qui est le plus efficace, c'est l'application d'une crème anti-inflammatoire. Moi j'aurais pas dit ça, mais en gros, les études nous montrent que c'est ça. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est surtout celle qui a les effets contextuels les plus importants. Les effets spécifiques sont très faibles. Par contre, si on regarde ici, donc ça c'est un lavage articulaire. En fait les effets contextuels il y en a, mais les effets spécifiques sont hyper importants, mais c'est pas celui qui a le plus d'effets spécifiques qui marche le mieux, Donc ça faut bien le comprendre, c'est pas le traitement le plus efficace, c'est pas forcément qui marche le mieux dans certains cas, c'est pas forcément celui qui a le plus d'effets spécifiques, Donc là en fait ce qui se passe c'est que vous allez à la pharmacie, votre patient, je sais pas, mais votre patient il a mal au genou, il va à la pharmacie acheter sa petite crème anti-inflammatoire, et en fait il s'applique des anti-inflammatoires, mais en fait il s'appliquerait une crème avec de l'eau dedans et du sucre, que en fait ça serait quasiment aussi efficace
que tous les autres traitements, et ça serait même plus efficace que le lavage ici. Ok. Donc après, qu'est-ce qu'on en conclut de ça? Bah, on en conclut que c'est très drôle. Non, bah en fait, voilà, on peut se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de vendre très cher une crème avec des anti-inflammatoires, mais qui, en fait, bah, c'est pas les anti-inflammatoires qui font effet, quoi. Voilà, mais c'est juste pour, en fait, on s'en fiche, hein, mais c'est juste pour montrer que dans tous les traitements, voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est que quand vous faites un traitement, vous n'êtes pas votre traitement, il n'a pas des effets spécifiques de dingue. C'est vraiment quelque chose à comprendre. Alors ça c'est une diapo issue, alors je vous ai pas mis la miniature de la vidéo, mais c'est issu de la vidéo sur les infiltrations de tout ce qui est glucocorticoïdes, corticostéroïdes et tout ça pour les douleurs sous-acromiales. Et qu'est-ce qu'on a remarqué ici? Que les injections guidées par les ultrasons ont montré une plus grande précision, sauf pour celle au niveau de l'espace sous-acromial, donc c'est ce qui m'a intéressé dans la vidéo, et l'efficacité des injections dans l'espace sous-acromial et dans la gaine du tendon du biceps a été améliorée. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait, la précision, elle est la même entre une infiltration guidée et une infiltration pas guidée par ultrason, mais dans cette étude-là, les effets, ils ont été meilleurs dans là où ça a été guidé, ok? Pourquoi? Bah ça peut s'expliquer parce que vous avez la personne, elle fait pas juste une petite marque, elle fout une aiguille, elle prend les ultrasons, elle regarde, elle fait tout ça et elle fait un truc précis, et du coup on fait oh ouais purée et tout, j'ai une infiltration, c'était guidé sous échographie, donc le mec il a été hyper précis. Bon, je rappelle que si on pique dans la fesse ou dans l'épaule, les effets sont les mêmes, ok? Mais voilà, donc les effets contextuels, c'est important. Bon après je vous mets juste ces deux études là, en fait bon il n'y a pas d'avantage en termes de douleur, de fonction, d'amplitude, de mouvement et tout ça entre l'injection guidée et une autre non guidée, mais après il faut aller voir la vidéo en entier pour ça, et pour bien orienter vos patients qui se font infiltrer les épaules pour tout et pour rien, et donc pour qu'ils puissent faire un choix libre et éclairé, il faut aller voir cette vidéo, bien évidemment. Donc en gros, c'est une vidéo sur les infiltrations, la miniature, c'est un mec avec une blouse de médecin et une énorme seringue, voilà. Donc ça, normalement elles sont visuelles les miniatures, donc pour les repérer c'est facile. Ici, alors, je regarde la diapo, faut que je me rappelle de ce que j'ai voulu écrire ici. Donc en fait on repart avec les mêmes choses, hein. Donc là vous avez là c'est quand vous n'avez pas de traitement, donc en gros c'est les effets non spécifiques, ok. Quand on rajoute une couche ici, c'est quand on compare, quand on fait un traitement placebo par exemple. La réponse au placebo, ça serait tout ça. Les effets spécifiques, ça serait tout ça, voilà. Et mais du coup ça vous l'avez compris, donc c'est pareil, voilà. Donc là, donc quand on représente les bâtons comme ça, c'est juste, voilà, ça représente les différentes portions d'efficacité d'un traitement. Si on regarde un petit peu ce que ça donne, par exemple, si on prend de la douleur, donc là vous avez un patient qui a mal au dos. Allez, ça va être une patiente, elle a mal au dos, bah en fait, si elle fait pas de traitement, ça va s'améliorer. Si on lui fait un traitement placebo, ça va s'améliorer un peu plus. Et si on lui fait un traitement avec des effets spécifiques, bah ça va s'améliorer encore plus. Waouh, putain, en fait, c'est l'application de ça sur un petit schéma comme ça, c'est incroyable. Et j'espère que c'est clair maintenant ces histoires-là. Si là, on est à la diapo numéro 10, si c'est pas clair, là, faut me le dire. Parce que normalement, ça devrait l'être. Parce que déjà, vous avez tous vu ces deux vidéos là, donc normalement vous êtes des boss. Là on arrive à la 10e diapo, on est à un tiers de la vidéo, normalement vous êtes vraiment les boss des boss, hein. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a une étude de la Cochrane qui a été publiée en 2010 qui a conclu que les interventions par placebo n'ont pas d'effet clinique important dans l'ensemble, mais qu'elles peuvent influencer les résultats rapportés par les patients, tels que la douleur et les nausées. Sauf qu'en fait, on a des revues systématiques plus récentes qui ont estimé des effets contextuels proportionnels plus importants pour la douleur, allant de 50 à 75% de l'effet total du traitement. Ok? Et donc en fait, ça va dépendre de comment les études elles ont été faites. Ok? Et en fait, il y a des études qui vont bien évaluer les effets contextuels, et il y a des études en fait qui vont mal évaluer les effets contextuels. Ok? Tout simplement. Et en fonction de si vous utilisez la bonne technique ou la mauvaise technique, les résultats que vous allez avoir, soit ça va être des bons résultats, soit ça va être des résultats pourris. Donc, la mauvaise méthode. Après ça, franchement, peut-être que c'est pas hyper important pour vous, mais peut-être comprendre. Ou alors si vous, par exemple, vous tombez sur une étude et qui compare un placebo à un traitement avec des effets qui sont censés être spécifiques, c'est peut-être pas la bonne méthode pour... Si dedans, il vous explique les effets contextuels, ils ont joué pour tant de pourcents, en fait, c'est peut-être pas... on peut peut-être
peut-être pas se fier aux résultats qu'on va vous montrer, parce qu'en fait, c'est pas la bonne méthode. Ok? Donc je vais essayer d'expliquer de manière simple. En fait, juste ça, je vais essayer d'expliquer de manière simple. On a un groupe placebo, donc c'est le groupe qui est ici, et donc ce groupe, il va recevoir un traitement inactif, placebo, on sait que ce traitement-là n'a pas d'effet spécifique dans cette condition-là, ok? L'effet donc que vont recevoir que vont avoir les participants, donc ça va être dû aux effets contextuels, ok? Donc ça va être les attentes du patient et toutes ces choses-là, et des effets non spécifiques avec l'amélioration, la régression à la moyenne et tout ça, l'erreur de mesure, et un groupe traitement, et donc lui il reçoit un traitement spécifique, donc on sait que ce traitement-là marche, il est supérieur au placebo quand on le donne. En plus de l'effet spécifique du traitement, ce groupe il va bénéficier aussi des effets contextuels et des effets non spécifiques. Ensuite, ce qu'on se dit, c'est que en fait, vu que là il y a effet non spécifique, contextuel et effet spécifique. Et là on a effet spécifique et effet contextuel. En fait le problème c'est que les deux, en gros, les deux effets contextuels ça va se mélanger un petit peu. En soustrayant l'effet plat, la partie au traitement, la partie placebo, on va pouvoir exprimer en fait les effets spécifiques. Et en fait si on essaye de calculer à partir de ça les effets contextuels, en fait ça marche pas. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et erreur dans la méthode, l'idée derrière cette méthode est que les effets contextuels et les effets non spécifiques se neutralisent entre les deux groupes, ce qui permettrait de calculer uniquement l'effet spécifique du traitement. Le truc c'est que la comparaison entre le traitement et le placebo ne donne pas un effet proportionnel des effets contextuels, car on suppose à tort dans ce cas-là que les effets contextuels et non spécifiques s'annulent entre les deux groupes. Et en fait, ça, ils se sont rendus compte que c'est pas la bonne manière de faire. Okay, donc en gros, ce qu'il faut faire pour mesurer un effet contextuel, il faut comparer un groupe placebo, donc qui reçoit un traitement inactif, comme notre groupe placebo de tout à l'heure, mais qui va avoir donc les effets non spécifiques et les effets contextuels. Et dans le groupe sans traitement, qui va recevoir donc aucun traitement ni actif ni placebo, et donc eux ils vont juste avoir les effets non spécifiques. Et là en fait en supposant que les effets non spécifiques se compensent entre les deux groupes, parce que ça en fait ça va être les mêmes en gros, ce calcul permet d'estimer correctement la part des effets contextuels. Ok, donc il faut avoir, pour mesurer la part... Alors attendez, hop, on va revenir sur... Non, attends, j'ai passé sur ça. En fait, si vous voulez exprimer la part de ça, en fait, vous pouvez pas juste avoir un groupe ici et un groupe ici, ça ne marchera pas, en fait. Il faut que vous ayez un groupe ici et un groupe ici. Okay, donc c'est bien d'avoir, par exemple, vous prenez un traitement, vous vous dites, bon ça on va voir si ça a des effets spécifiques, on va vous comparer avec un traitement, vous donnez un placebo, vous savez que c'est pas que voilà, c'est un traitement qui n'a pas d'effet spécifique, pas supérieur à un placebo au moment où il a été testé, et un groupe sans traitement. Et à partir de là, vous allez pouvoir exprimer vraiment la part des effets contextuels. Et du coup, si vous incluez que des études pour mesurer vos effets contextuels qui comparent ces deux groupes-là, en fait vous allez faire des erreurs dans la méthode. Il y a une erreur dans la méthode et ça va pas marcher. Okay, j'espère que ça a été clair. J'espère que ça a été clair avec l'explication ici. Et donc en fait, c'est bien d'avoir, de manière générale, quand vous voulez voir si une technique est bien, ou un médicament, peu importe, mais nous, là je parle plus des kinés ou des ostéos, si une technique elle est bonne, il faut qu'il y ait un groupe placebo, c'est la minimum des choses en fait. On a une revue systématique, récente, pour 2018, avec des interventions de physiothérapie pour la lombalgie. Et en fait, dans les 79 ECR, sur les 2215 ECR, il n'y en a que 79 qui ont inclus un contrôle par placebo. Okay, donc ça fait 4%. Donc ça fait quand même pas beaucoup. Ça fait quand même pas beaucoup. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe si on met pas de groupe placebo ? En fait, vous avez un groupe qui n'a pas de traitement, pour voir un peu comment ce groupe-là il évolue. Et vous avez un groupe avec un traitement. Et à la fin, vous comparez les deux et vous faites « Waouh, purée, il y a tout ça de différence entre ce groupe-là et ce groupe-là. » Oui, mais en fait, dans votre traitement, vous avez calculé les effets spécifiques et les effets contextuels, et vous avez foutu, du coup, vu que vous n'avez pas de groupe ici, pour pouvoir comparer et mesurer du tout, jusqu'on disait juste avant, les effets contextuels, en fait, vous avez tout mis sur le dos des effets spécifiques, et vous vous retrouvez avec une technique avec des effets spécifiques de malade, alors qu'en fait, non, c'est juste que vous avez oublié la part des effets contextuels. Et donc 4%, c'est quand même pas lourd, ok ?
Sachant qu'on a une étude, tac tac tac, c'est celle-là qui nous dit, en moyenne, environ 54% de l'effet total du traitement observé dans les essais cliniques peuvent être attribués à des effets contextuels. Je vais répéter. En moyenne, 54% de l'effet total du traitement observé dans les essais cliniques peuvent être attribués à des effets contextuels. Je vais répéter, non je vais pas répéter là, mais bon voilà, 54% de l'effet total, c'est quand même assez... c'est plus de la moitié en fait. Je suis pas un grand mathématicien, mais 54% c'est plus de la moitié. Donc voilà, donc là je pense qu'on a fini la première partie. Ouais, après on va attaquer un peu les expériences et tout ça. Donc on a fini la première partie. Donc j'espère que c'est juste là ce qu'il faut retenir, c'est que dans un traitement, effet non spécifique, effet contextuel, effet spécifique. Ok. Et les effets spécifiques en général c'est une petite partie, les effets contextuels c'est peut-être une grosse partie. Donc là on va rentrer dans la partie expérience pour essayer d'après aller dans les mécanismes explicatifs. Et du coup on va... Alors voilà, ça va être une expérience menée sur des souris. Ok. Après on en a sur des humains. Alors celle-là je l'ai lu il y a un moment. Donc je me rappelle plus tout à fait, c'est des souris qu'ils ont mis dans des salles différentes avec des températures. Je vais vous lire ce que j'ai noté, ok. Donc avant de commencer, ce qu'il faut savoir c'est que la douleur c'est une expérience subjective, ok, au cours de laquelle les interactions corps-esprit exercent une influence puissante à la fois sur la perception de la douleur et sur le succès du traitement de la douleur. Un exemple notable c'est l'analgésie placebo, donc un phénomène d'apprentissage contextuel basé sur des indices dans lesquels l'attente positive d'un individu suffit à réduire la perception de la douleur et les comportements liés à la douleur en l'absence de tout médicament ou procédure analgésique. Donc là c'est surtout c'est ce phénomène d'apprentissage contextuel avec l'attente positive de ça va aller mieux, ok. Donc pour ça, donc là c'est une expérience sur des souris, donc alors ils n'ont pas été très sympas avec les souris. Donc le conditionnement de l'analgésie par placebo chez la souris, donc en gros c'est un essai en trois phases. Première phase, habituation de J1 à J3. Ensuite, conditionnement, du jour 4 au jour 6. Et ensuite, il y a eu le test d'analgésie au jour 7. Pendant la phase d'habituation, en fait, les planchers, il y avait des chambres, en fait, ils pouvaient aller dans toutes les chambres, il y avait 2 chambres, en fait, et les souris, elles se baladaient dans celle qu'elles voulaient, et elles étaient réglées sur 30 degrés, donc le sol, ok. Donc ça, c'est une chaleur inoffensive, pas de douleur. Et les souris, en fait, elles peuvent explorer librement les 2 chambres. Donc structure de l'expérience, ça c'est ce que je vous disais, donc jour 1 à 3, habituation, donc en fait les souris elles sont sur les 2 sols, indépendamment, ils sont chauffés à 30 degrés. Pour le moment ils sont à 30 degrés les deux. Ensuite il y a un conditionnement, donc pendant cette phase il y a une des chambres qui est associée à une température neutre, donc 30 degrés, donc qui fait pas mal, et l'autre à une température douloureuse. Donc ça permet aux souris de conditionner leur attente de soulagement dans la chambre à 30 degrés. En fait, il fait trop chaud dans la chambre à 48, donc du coup, elles vont plutôt dans la chambre à 30. Et au jour 7, les 2 chambres, elles sont maintenues chauffées à 48 degrés, donc là, 48 degrés, c'est là où ça fait mal. Mais les souris conditionnées, elles montrent une préférence pour la chambre qui auparavant était à 30 degrés, car elles anticipent un soulagement, en fait, de la douleur. Et donc en gros, il faut regarder donc les souris conditionnées. Donc là, c'est la phase d'habituation. Donc en fait, les 2 salles sont chauffées à 30 degrés, donc pas de douleur. Là, il y a un groupe contrôle, ok. Là, il y a la phase d'habituation que n'a pas eu le groupe contrôle. Donc là, en fait, en gros, elles se sont baladées comme ça. Ici, elles ont été plus souvent de ce côté-là, parce que forcément, ça faisait moins mal. Et en fait, quand les 2 salles étaient chauffées, en fait, elles étaient dans cette salle ici, en attendant, en fait, le fait d'attendre que ça aille mieux, en fait, ça allait mieux. Donc les souris du groupe témoin n'ont pas été conditionnées, c'est ce que je vous dis, hein, ça a été toujours la même température. Et les souris conditionnées, à attendre un soulagement de la douleur, donc elles préfèrent la chambre qui était initialement associée à la température de 30 degrés, même après qu'elle ait été changée à 48 degrés. Et ça se voyait en fait au niveau de leur trajet, qui montre qu'elles passent plus de temps à cet endroit-là. Il y avait d'autres comportements qui montraient qu'elles avaient moins mal que les autres. Ça, je vous le dirai après. Interprétation. Donc en fait les schémas là ça montre les trajectoires des souris entre les chambres. Plus les trajets sont concentrés dans une zone, plus cela indique que les souris ont passé du temps dans cette chambre. Ok. Donc c'est juste que voilà, il y a peut-être plus de c'est plus épais ici que ici, voilà, alors que en fait on voit que c'est voilà, je sais pas pourquoi ils ont passé plus de temps ici, mais voilà, en fait on voit que là c'est à peu près on va dire 50-50, là il y a plus de temps passé ici et il y a certains des comportements qui ont changé aussi.
Plus les trajets sont concentrés dans une zone, plus cela indique que les souris ont passé du temps dans cette chambre, c'est ce que je vous disais. Jour 7 post-test montre que malgré une température douloureuse dans les deux chambres, les souris conditionnées, donc celles qui sont ici, elles continuent à préférer la chambre où elles ont été habituées à ressentir un soulagement. Ce qui suggère en fait un effet placebo, car elles anticipent que cette chambre procurera un soulagement, même si elle est devenue inconfortable. Donc en fait, elles sont conditionnées à attendre un soulagement dans cette salle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des comportements différents, au niveau nociceptif. Les comportements nociceptifs, où en fait c'est des comportements de défense face à la douleur, en fait, ils ont été observés au moment... Alors, à chaque fois j'ai mis post-test, mais c'est post-habituation, en fait. C'est post-conditionnement, hein, ok. Habituation, c'est pré-conditionnement, et post... C'est pareil, j'ai mis post-test, mais c'est post-conditionnement. Les souris conditionnées, en fait, elles ont montré une latence plus longue avant de commencer des comportements. Donc, en fait, ça pouvait être, par exemple, décoller les pattes, sauter ou des choses comme ça. En fait, elles ont attendu plus longtemps avant de mettre en place ces comportements pour se soulager. Ok, donc en gros, ce qu'ils se disaient, c'est qu'elles avaient moins mal ou il fallait plus de temps pour qu'elles aient mal, en fait. Donc, les souris qui avaient subi le conditionnement, elles ont manifesté moins de comportements nociceptifs. Ok. Effet analgésique prolongé. Donc l'effet analgésique induit par le conditionnement a persisté pendant au moins une semaine après la phase de conditionnement. Donc voilà, le conditionnement il n'est pas juste agi, hein, il peut durer. Le rôle des récepteurs opioïdes, donc ils ont administré de l'analoxone pendant la phase de test qui a annulé l'effet analgésique qui suggère que le soulagement induit par le conditionnement il dépend de l'activation des opioïdes endogènes. L'analoxone en fait ce qu'ils font c'est que c'est un antagoniste des récepteurs opioïdes. Donc en fait, par exemple, quand on conditionne l'effet placebo, enfin l'effet placebo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va être en partie médié par les opioïdes endogènes. Donc votre corps il va sécréter des opioïdes qui vont se mettre sur des récepteurs et ça va diminuer votre douleur. Si on vous injecte de l'analoxone elle va se mettre à la place de ces récepteurs-là, et du coup vos opioïdes endogènes ne pourront pas agir, et du coup en fait votre analgésie par placebo elle ne va pas fonctionner. Ok ? Lors d'un test modifié, donc où ils ont là c'est une douleur chimique, les souris conditionnées ont montré une réduction de la sensibilité à cette douleur, même si la température des deux chambres était neutre. Voilà. En dehors de l'environnement, où il y a eu le conditionnement, les sensibilités mécaniques, thermiques et chimiques des souris conditionnées étaient similaires à celles des souris non conditionnées. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie en fait que vraiment dans cette salle-là, elles avaient l'attente, en fait elles savaient que... Elles avaient vraiment cette attente que ça allait aller mieux. Okay, donc elles avaient des attentes positives sur le fait que en fait elles s'attendaient à un soulagement. Elles s'attendaient à avoir un soulagement. Ok ? Ensuite, influence du confinement. Donc lorsque les souris conditionnées étaient confinées dans une chambre, sans avoir accès à l'autre, elles montraient des comportements nociceptifs similaires, peu importe la chambre. Okay, ce qui signifie que l'effet analgésique était principalement dû à l'attente du soulagement de la douleur, plutôt qu'à la chambre spécifique. Okay, l'effet d'attente est si fort qu'il ne dépend plus de la chambre spécifique. Donc, en fait, elles avaient appris à associer l'idée de soulagement à l'environnement de manière générale, et donc elles peuvent en fait continuer à s'attendre à un soulagement, même dans la chambre qui était douloureuse au début. Et donc ça renforce l'idée que l'attente elle-même, et pas forcément la chambre, est le facteur de l'analgésie par placebo. En fait, c'est dans cet endroit-là que ça va mieux, c'est le fait de se dire ça va aller mieux. Ok ? Voilà, c'est pas juste un conditionnement spatial. C'est aussi le fait de se dire, ce qu'on peut dire temporel, c'est le fait de se dire ça va aller mieux dans le temps. Ok ? Et il y avait des différences entre mâles et femelles. Les chercheurs ils ont observé des différences entre les sexes. Les souris femelles ont montré des comportements similaires à ceux des mâles, mais avec une variabilité plus importante pour certains comportements, comme parce que du coup elles pouvaient se lécher les pattes, sauter, des choses. C'est des comportements-là qui étaient des comportements nociceptifs. J'espère que je vous ai bien décrit l'expérience, parce que c'est vrai que j'avais pas forcément relu. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que... qu'est-ce qu'on retient de ça ? Donc là, c'est chez la souris, mais en fait, on va voir les expériences après. Chez l'humain, c'est la même chose. Mais c'est juste que si on est conditionné à ce que ça... Si on est dans... On sait que... On a une expérience positive en se disant que le fait d'attendre qu'un soulagement va arriver, bah, on est mieux conditionné. Et du coup, ce qui fonctionne, ce qui permet au placebo de fonctionner, c'est les opioïdes endogènes.
On verra après, il y a d'autres choses. On est qu'à la moitié de la vidéo, on va essayer d'aller un peu plus vite. Donc cette étude, elle démontre que les neurones RACC, donc en fait c'est rostral antérieur cingulate cortex, mais pareil, vous n'êtes pas obligé de retenir ça, sont des acteurs clés de l'encodage de l'attente du soulagement de la douleur. Le conditionnement de l'analgésie par placebo augmente l'excitabilité et la plasticité synaptique des neurones, ok, au niveau de cette zone-là. Et ensuite, on a certains neurones qui sont des éléments essentiels pour la modulation de l'analgésie placebo, et on a des cellules au niveau du cervelet qui participent activement à l'encodage des attentes de soulagement de la douleur dans le cadre de l'analgésie placebo. Donc le cervelet, il a un rôle à jouer. Et en fait, là, vous avez toutes les structures, on va dire, qui sont qui interviennent en fait dans l'analgésie placebo. Ok, donc on a l'amygdale, donc la substance grise périaqueducale, toutes ces choses-là, voilà, elles jouent un rôle. Et donc en fait, après, si on repart sur le côté humain, les suggestions verbales d'un résultat positif, diminution de la douleur, activent la neurotransmission des opioïdes endogènes. Ok, donc en fait, quand vous allez avoir un patient, si vous avez des paroles qui génèrent des attentes positives, en fait, vous allez améliorer les résultats de votre traitement. Ok, donc c'est, par exemple, votre patient il vient, vous faites, il a mal au dos, vous faites de la thérapie manuelle sur ses lombaires, vous lui dites, là, ça va aller mieux. Et vous prenez un autre patient, vous lui faites des manipulations, et puis vous dites, bon, peut-être aujourd'hui, à la fin de la journée, peut-être que ça va vous faire un peu mal, on a manipulé la zone, je pense qu'il va y avoir de la douleur. Bon, bah c'est possible que les deux réagissent complètement différemment. Le premier, vous avez créé des attentes positives, il va dire, ah, j'ai été manipulé, ça va aller mieux. L'autre, ah, il m'a dit que ça allait peut-être aller moins bien, ouh, ah bah et le mec, il a mal, ok. Donc, c'est pour ça que la suggestion verbale, elle est hyper importante. Donc, ça, c'est issu d'un article qui vous explique comment prouver que votre thérapie elle est efficace, alors qu'en fait, elle l'est pas du tout. Donc, l'une des caractéristiques intéressantes de nombreux problèmes de santé, en fait, c'est qu'ils répondent assez bien à l'effet placebo. Ok, on suppose qu'ils sont le produit d'un mécanisme général d'apprentissage par anticipation, dans lequel les indices verbaux, conditionnés et sociaux sont intégrés. Donc, nous, on a vu justement avant indice verbal, conditionnement et tout ça, sont intégrés de manière centrale pour modifier les comportements et les résultats. Mais une conséquence importante de l'effet placebo est que de nombreux patients vont mieux de toute façon, tant qu'ils s'attendent à ce que la thérapie fonctionne. En outre, les patients pensent généralement que leur état s'est amélioré grâce au traitement, même s'il s'agit du résultat de l'effet placebo, ce qui nourrit leurs attentes quant à l'efficacité de la thérapie et renforce l'effet placebo. Donc voilà, donc c'est en plus en général, si le patient vient vous voir et qu'il a une amélioration, s'il a une amélioration de ça, et ben en fait il va tout mettre en plus sur votre truc, alors que peut-être que c'est juste placebo, et en plus lui dans son effet placebo, il va inclure les effets non spécifiques parce qu'il peut pas les différencier. Par conséquent, les utilisateurs de nombreuses thérapies sont satisfaits des résultats obtenus car ils se sont améliorés et les prestataires du traitement sont enclins à penser que c'est l'intervention qui est à l'origine de l'amélioration. Donc voilà, en fait, en gros, c'est des mecs qui se croient trop chauds alors qu'en fait, ils ont juste utilisé l'effet placebo et les effets non spécifiques et leur thérapie, elle est naze. Donc si vous voulez renforcer l'effet placebo, dans cette étude-là, il vous recommande d'exprimer vos propres croyances en l'efficacité du traitement, dire que la thérapie c'est la meilleure disponible, et du coup là vous allez booster l'effet placebo. Il faut partager des témoignages avec ceux, voilà, donc vous avez une page Google avec vos avis et vous mettez que les, bon après il y a les commentaires et vous mettez les avis et vous sur votre page internet ou sur votre Instagram vous mettez des témoignages de ouf. Donc des gens qui ont bénéficié de votre thérapie et qui ont présenté des résultats cliniques incroyables grâce à votre thérapie. Là, on passe à la suite, donc là on va plutôt aller dans les... on est toujours dans les mécanismes. Alors, on va voir... alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait des IRM fonctionnels? En gros, on peut voir que... donc pour comprendre ce qui se passe dans l'effet placebo, on a une réduction de l'activité dans certaines régions liées à la douleur, comme le thalamus, l'insula, l'amygdale, et dans d'autres régions, en fait, on va avoir une augmentation de l'activité en cas d'attente positive d'une diminution de la douleur. Au niveau du cortex préfrontal, mésencéphale, voilà, donc tout un tas de structures qu'on a déjà vues avant. Un placebo peut influencer l'activation des régions cérébrales impliquées dans le traitement affectif et le contrôle cognitif des émotions. Ok, donc il se passe des choses dans le cerveau de la personne à qui vous êtes en train de parler. Ok. Les techniques de neuroimagerie ont également confirmé d'une part la relation entre les attentes et la libération d'opioïdes endogènes, et d'autre part que les voies sélectionnées sont les mêmes que celles utilisées par les opioïdes pharmacologiques. Donc, en gros, en fait,
opioïdes exogènes, bah, ils fonctionnent comme vos opioïdes endogènes. Donc vous avez une trousse à pharmacie dans votre corps, vous pouvez générer des antidouleurs, il faut juste débloquer les trucs, donc soit avec des attentes positives. Après, si vous voulez vraiment sortir la boîte à pharmacie avec tout l'attirail chimique pour diminuer la douleur, on peut faire du sport. Ça va pas forcément être les mêmes substances qui vont être sécrétées, mais on va avoir on va avoir des substances anti-inflammatoires, tout un tas de choses qui peuvent diminuer la douleur. De toute façon, il y a beaucoup de chimie dans votre corps, ok? Toujours on pense mécanique, mais la chimie c'est très puissant, ok? La chimie c'est vraiment très puissant. Les placebos qui promettent une récompense attendue, donc notamment le soulagement de la douleur, provoquent d'abord une libération de dopamine dans le noyau accumbens, puis une libération d'opioïdes dans le noyau accumbens lui-même, le putamen ventral, responsable de l'apprentissage associatif, le cortex préfrontal dorsolatéral, l'amygdale et les insulinés postérieurs et antérieurs. Bon, en gros, il y a de la dopamine qui rentre en jeu. On a aussi donc les opioïdes endogènes, et après on verra les endocannabinoïdes, parce que je crois qu'on a juste mentionné tout à l'heure, mais on n'en a pas parlé. Effet Rosenthal, qu'est-ce que c'est? C'est effet Pygmalion. Donc c'est que les croyances et les attentes d'une personne à l'égard d'une autre influencent son comportement de telle sorte que cette dernière tend à les confirmer. Ok, une relation très étroite s'établit entre les chercheurs et les sujets d'une étude. Les patients s'engagent fortement sur les résultats attendus d'eux. C'est la base de l'effet Pygmalion que la psychologie définit comme un principe d'action sur les attentes des autres. En fait, ça c'est pour expliquer aussi ce qui peut se passer dans certaines études. Donc les trois principaux neurotransmetteurs, opioïdes endogènes, on l'a vu, et ça a été prouvé parce qu'en fait, quand on injecte de l'analoxone, qui est un antagoniste des opioïdes endogènes, on diminue la réponse au placebo. On a la dopamine et les cannabinoïdes. Donc opioïdes et cannabinoïdes, en fait, ils sont impliqués dans les attentes et le conditionnement, et la dopamine, elle est impliquée dans les mécanismes de motivation, d'attente et de récompense. Ok ? Et les cannabinoïdes, ils sont impliqués dans l'analgésie placebo à médiation non opioïde, du coup. Ok, parce que du coup, les opioïdes endogènes, c'est la médiation opioïde, et les autres, c'est la médiation non opioïde. Ok. Alors, je vois que tout est écrit en noir ici, donc je sais pas s'il y a des choses intéressantes. Ah oui, il y a d'autres choses aussi. Ah oui, c'était sur les antidépresseurs ici, on montrait que les patients avaient une réponse de méta-analyse d'essais cliniques sur les antidépresseurs ont montré que les patients ayant une réponse placebo libèrent des opioïdes endogènes, de la dopamine et des cannabinoïdes, et activent les voies sérotoninergiques, donc ça c'est important. Et on peut avoir aussi l'ocytocine et l'oxyde nitrique, qui ont été également postulés comme médiateurs possibles de la réponse au placebo. Bon voilà. Mais si vous retenez déjà opioïdes endogènes, c'est super, et en plus vous rajoutez dopamine, cannabinoïdes, c'est très bien. Et donc du coup là on va voir, est-ce qu'on peut... comment en fait on va se servir de cet effet dans nos cabinet, du coup. Parce qu'on sait qu'il existe, est-ce qu'on va essayer de s'en servir. Donc, les résultats que vous avez, ils vont être influencés par plusieurs facteurs contextuels, ok ? Donc, la relation que vous avez avec votre patient, l'environnement dans lequel vous êtes, les attentes du patient, et bien évidemment, le type de traitement aussi. Il y a des paramètres qui vont dépendre de vous, ok ? Donc, c'est, est-ce que vous avez, par exemple, une bonne réputation, ok ? Est-ce que vous êtes beau ? Est-ce que vous êtes propre ? Voilà, ça c'est déjà des choses importantes, ok ? Donc si vous exercez dans un cabinet qui est super beau et tout ça, vous allez peut-être augmenter certains effets contextuels. Si vous exercez dans les égouts, vous allez peut-être faire une petite croix sur certains effets contextuels. Le patient, donc lui, il y a des choses qui vont dépendre de lui, donc ça va être ses attentes, ses préférences, ses expériences antérieures, et tout un tas de choses. Son sexe, son âge, voilà. Donc les attentes, c'est... est-ce que il pense que votre traitement ça va être efficace? Ses préférences, ah oui purée, moi je veux absolument pas de thérapie manuelle, je veux absolument faire des exercices, bon peut-être plus tendance à lui faire des exercices. Expérience antérieure, là vous le connaissez, le patient qui est déjà venu faire de la kiné et à qui c'est allé beaucoup mieux, il aura peut-être plus d'attentes positives que le kiné qu'on a déjà vu, que le patient qui a déjà vu 5 kinés avant vous, qui dit en fait c'est toujours la même chose, j'ai pas beaucoup d'espoir, mais bon j'ai une ordonnance, je viens vous voir. Ok. Est-ce que vous pensez que les séances de kiné peuvent vous aider? Non, je pense pas, parce que ça fait... Vous êtes le 17ème que je vois, et à chaque fois c'est pas mieux, voire c'est pire. Bon, voilà, là vous savez que ces attentes, elles sont pas ouf. Enfin, ces attentes positives ne sont pas ouf. Peut-être ces attentes négatives, pour le coup, elles le sont plus. Relation patient-physiothérapeute, la communication verbale, non verbale, ok ? Est-ce que vous parlez bien avec votre patient ? Comment vous vous tenez quand vous lui parlez, ok ? Est-ce que vous le regardez dans les yeux, ou est-ce que vous êtes en train de faire votre compta en même temps qu'il vous raconte sa vie ? Tout ça, c'est des choses, qui sont importantes.
une chose aussi, pareil, votre patient il vient, exemple tout con, mais votre patient il vient et il est en retard, ok? Il est en retard de 15 minutes, vous savez que ça va vous mettre dedans, c'est relou pour vous. Euh, Et en fait, le patient il vient à peine de passer la porte et vous commencez à le pourrir. Ouais, mais on avait dit 10h30, il est 10h45, là ça va commencer à me mettre en retard pour toute la journée. C'est pas possible, vous avez été éduqué où vous commencez à le pourrir. Là, la relation patient-physiothérapeute, je vous dis tout de suite, elle va prendre un coup. Ok? Donc, ce qu'il aurait peut-être fallu faire, déjà, c'est savoir, c'est peut-être le laisser parler en premier pour qu'il explique sa situation. Après, je dis pas si c'est toujours le même patient qui a toujours 20 minutes de retard, qui rate une séance sur deux, voilà. Mais si c'est un patient, vous avez mis en place une relation une, une relation thérapeutique qui fonctionne et tout ça, un jour il vient en retard, bon bah faut pas le pourrir direct, ok? Ou pour 5 minutes de retard, ok? On discute, on échange, peut-être une bonne explication, un truc à machin, ok? C'est voilà, je parle de ce contexte-là, je parle pas du patient qui saute une séance sur deux, ou 2 séances sur 3, et qui vient, et qui s'excuse pas, et qui machin. C'est voilà, donc c'est juste que la relation elle peut être longue à se faire, et elle peut être très rapide à se défaire, et ça faut le prendre en compte. Le traitement, donc ça va inclure des éléments comme un diagnostic clair, un traitement transparent, avec, par exemple, patient il a mal au cou, vous vous dites bon, thérapie manuelle rachis cervical, vous bougez, il y a une différence entre mettre ses mains sur le cou du patient, fermer les yeux, bouger un petit peu comme ça, et mettre ses mains sur le patient, et dire, bon bah là je vais mobiliser un petit peu votre cou, on va essayer d'apporter un petit peu de confort, on va essayer d'augmenter les amplitudes au fur et à mesure, on va voir ce que le cou nous laisse faire, et ça nous donnera une idée de ce qu'on peut faire ensuite, nanani nanana, ok? Donc il y a une différence entre poser ses mains et poser ses mains, bouger, et expliquer ce que vous faites, ok? Parce que si vous expliquez pas, bah la personne elle peut ne pas comprendre, ou alors elle peut se faire ses propres explications. Peut-être que ces propres explications, elles vont s'inscrire dans un schéma de pensée qui va pas être bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, admettons, vous partez en trust cervical. Lui, ça se trouve, avec ce patient-là, avec ses expériences passées, il va se dire, ah ouais, mais en fait, il m'a remis mes vertèbres en place. Alors que si vous dites, bon, je vais vous faire craquer, le but ça va être de redonner de la mobilité pour être plus confortable dans votre cou, et comme ça après, si on veut faire des mouvements pour les épaules et tout ça, et ben vous serez plus confortable, ok? Une approche centrée sur le patient, le toucher thérapeutique et tout ça, voilà. Après, diagnostic clair, bon bah c'est toujours pareil, hein, c'est aussi, ça va dépendre de à quel point vous êtes sûr de vous, ok? Si vous êtes absolument pas sûr de vous, vous pouvez pas mentir au patient non plus. Ok, mais des fois c'est assez clair. Ah, là, ça c'est très simple. Ça c'est vos muscles au niveau de l'épaule. Bon, en ce moment ils sont un petit peu sensibles. Ils se contractent pas très bien. Et encore, ça c'est un petit peu limite. Mais voilà, on va faire des mouvements, ça va aller mieux et voilà. Ok. Des fois, bah vous savez pas. Bon, bah, on va mettre ça en place. On va voir si ça marche. Si ça marche, ça nous dirigera vers cette hypothèse-là. Ok. Et si ça marche pas, bah on se dirigera vers une autre hypothèse. Cadre de soins, l'environnement, comme je vous ai dit, donc si c'est beau l'endroit où vous êtes, s'il y a peut-être des plantes, s'il y a une œuvre d'art, s'il y a une petite cascade dans la salle d'attente, des choses comme ça, voilà, alors que si vous habitez dans les égouts, que vous diffusez un film d'horreur sur la télé de la salle d'attente, et qu'il y a des rats dans le cab, ça va être un peu... On va dire que là, vous voulez limiter les effets contextuels, et vous voulez vraiment savoir quelle est la part... vous voulez vraiment voir vos effets spécifiques, quoi, on va dire. Et donc on peut utiliser les effets contextuels à son avantage. Donc après cette étude-là, je pense que vous la connaissez, hein, elle est hyper connue. Mais là, je vous ai mis tout un tas de trucs. Je vous invite à faire une capture d'écran. Tous ceux qui sont sur le groupe WhatsApp, donc le groupe WhatsApp, j'en parle jamais en plus, c'est pour les personnes qui payent l'abonnement premium. Vous m'envoyez un message sur Insta, je vous mets dans le groupe WhatsApp et je mets tous les PDF sur le groupe WhatsApp. Mais là, vous prenez une capture d'écran, vous mettez pause, voilà, et améliorer donc caractéristiques du physiothérapeute, donc améliorer le professionnalisme, la réputation, la formation, l'expertise, nanani, caractéristiques du patient, utiliser un traitement ouvert, montrer et dire au patient qu'une thérapie est appliquée, nanani, relation patient-kinésithérapeute, être chaleureux, confiant, amical, détendu et ouvert pendant la rencontre clinique, voilà, tout un tas de choses, on n'insulte pas le patient par exemple. Et si vous voulez communiquer un peu mieux ou avoir des petits tips, des choses comme ça, il y a une vidéo, celle-là, voilà, donc 1 heure, et on voit un petit peu les trucs à dire, les trucs à pas dire, ok? Cette vidéo ne finit pas, on est aux 2/3, a priori, on a un peu dépassé les 2/3, donc, alors, très drôle,
on va pas s'emballer non plus. Donc on a des études qui nous disent améliorer l'effet placebo, éviter l'effet nocebo, et là ensuite on a une étude qui nous dit que en fait l'amélioration des effets contextuels tels que la relation patient-praticien, les croyances liées au traitement, et je commence à bégayer, c'est catastrophique. Le cadre thérapeutique n'affecte pas de manière significative l'intensité de la douleur, le fonctionnement physique ou d'autres résultats chez les patients souffrant de douleurs musculo-squelettiques chroniques qui suivent des traitements non pharmacologiques et non chirurgicaux. Ces résultats permettent de comprendre que si le contexte dans lequel le traitement est dispensé est important, le simple fait d'améliorer les éléments contextuels dans le cadre de soins non pharmacologiques et non chirurgicaux peut ne pas donner lieu à des améliorations cliniquement significatives des résultats pour la douleur musculo-squelettique chronique. Donc en fait, je viens de vous expliquer quoi, que en fait, le truc c'est d'essayer de faire tout un tas de choses bien pour améliorer l'effet placebo, et là je vous dis que en fait on a une méta-analyse qui vous dit que ça marche pas. En fait, attention, il y avait quand même pas mal de limites. En fait, difficile de conclure, je vous invite à aller la lire, difficile de conclure, ok, que ce soit en termes de validité externe, il y a une hétérogénéité hyper élevée. Ils ont inclus un peu tout et n'importe quoi, enfin, ouais, il n'y a pas forcément, ça, voilà, quand en termes par exemple de suivi, il y a des choses de quelques heures à des suivis plus long terme. Voilà, enfin il y a quand même pas mal de limites. Moi je trouve que difficile de conclure quoi que ce soit de cette étude-là. Ok, franchement, difficile de dire que en fait que le contexte dans lequel le traitement est dispensé est important, le simple fait d'améliorer des éléments, machin, ne peut pas donner lieu à des améliorations cliniquement significatives. Peut-être, la phrase elle est peut-être un peu définitive par rapport aux données qu'il y a dans cette étude-là. Après, on a une autre étude, donc là c'est une revue systématique, qui a identifié des facteurs contextuels qui influencent en fait, le résultat des soins, et qui montre en fait que en fait, dans ce cas-là, ça marche plutôt pas trop mal. L'hétérogénéité des interventions suggère que la modification de plus d'un facteur contextuel peut avoir un impact plus important sur les résultats cliniques des patients, bien que ces résultats nécessitent une interprétation judicieuse. Oui, ça marche pas trop mal, ils disent plutôt que ça marche, on va dire, mais pareil, il y a plein de limites, ok, hétérogénéité importante, il y avait des échantillons qui sont de toute petite taille, enfin, c'est compliqué, mais c'est juste pour vous, en fait, là, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une étude, là, il y a une méta-analyse qui vous dit, bon, ça marche pas ouf, là, ça vous dit que ça peut marcher, ok. En plus, là, c'est une revue systématique, mais je crois que la sélection d'articles a été faite que par une seule personne, même si ça a été relu derrière. Je crois alors qu'en général, il faut au moins deux personnes pour sélectionner. Enfin bon, je les trouve limitées, ces études. Donc, en gros, moi, je vous conseillerais quand même d'appliquer ça. Après, il y a des choses, c'est normal, en fait. Dans ce que c'est pas des choses à appliquer, en vrai, en plus. Normalement, c'est des choses à appliquer de manière normale. Quand vous faites un traitement sur un patient, vous lui faites un traitement, et vous lui expliquez ce que vous faites. Quand vous parlez à un patient, vous êtes aimable, c'est la moindre des choses, ok. L'accueillir dans... Alors après, des fois, vous êtes collaborateur, c'est pas votre cab et tout, si le cab est dégueulasse, c'est pas de votre faute, mais... Essayez de créer un bon environnement, donc vous de votre côté, être présentable, parler, voilà, expliquer aux patients ce qui se passe et avoir une bonne relation, c'est des choses normales, ok. Donc à appliquer, ça me semble pas être très difficile, ok. Donc même si ça marche pas, les effets contextuels, de les booster, c'est la moindre des choses d'appliquer ça. Mais bon, voilà, quand... de toute façon, que vous le vouliez ou non, même si vous ne pouvez pas améliorer, booster les effets contextuels, vous savez que les effets contextuels, de toute manière, jouent pour une grande part dans vos résultats. Les praticiens qui tentent d'établir une relation chaleureuse et amicale avec leurs patients et qui les rassurent en leur disant qu'ils iront bientôt mieux se sont révélés plus efficaces que les praticiens qui maintiennent leur consultation impersonnelle, formelle ou incertaine. Donc en gros, être chaleureux et amical, comme je vous dis, et rassurer le patient, ça va créer des attentes positives. Mais il y avait une exception, en fait, dans cette revue systématique, il y avait une étude, je crois, où en fait, il n'y avait pas forcément de différence entre le groupe de consultation positive et négative, et en fait, il n'y avait pas non plus de variation dans les évaluations de la compétence perçue du professionnel de la santé, de l'enthousiasme, de l'empathie et de l'amabilité entre les deux groupes. Ce résultat suggère en fait que les patients pourraient interpréter une consultation formelle avec peu d'interaction comme sérieuse et professionnelle. Voilà. Après, je pense que ça va dépendre du type de patient, et qu'est-ce qu'il attend du professionnel de santé aussi.
tout simplement. Ça après ça va être individuel. Après, je pense même que dans la pratique, on fait pas forcément tout l'un ou tout l'autre, hein. Il y a des patients avec lesquels ce sera beaucoup plus facile d'avoir une relation, euh, une alliance thérapeutique, une relation thérapeutique qui sera plutôt chaleureuse et amicale, et il y en a, ça sera plus froid. Des patients, parfois, bah, vous leur demandez qu'est-ce qui vous amène, et ils vont faire une phrase, genre j'ai mal au dos, et après, ils vont rien dire de plus. Même si vous laissez un silence, ça va partir en bataille de silence. La dernière fois, je suis resté 45 minutes comme ça. Non, je rigole là, mais des fois, ça peut durer, ça peut être un peu long, et la personne en face, elle va rien vous lâcher, hein. Et donc, du coup, question ouverte, elle va vous répondre avec les phrases les plus courtes possibles. C'est comme s'ils étaient payants, les mots qu'ils utilisaient. Euh, donc voilà, là, peut-être que la relation, elle sera un peu plus froide. Bon, bah, il faut espérer il pense que c'est une consultation formelle, sérieuse et professionnelle. Ensuite, on arrive. En fait, j'ai pas mis les trucs, donc je suis obligé de relire les trucs ici et de me rappeler de quoi on va parler. Donc là, c'est une étude sur l'effet placebo. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, c'était des personnes qui se sont fait opérer au niveau du thorax pour diverses pathologies. Ils avaient que ça comme problème, hein. C'était leur opération au niveau du thorax, et écarter les autres avec d'autres problèmes de santé. Et ils avaient fait des injections ouvertes, ok. Donc en gros, on leur donnait un antidouleur, un analgésique, où le médecin il venait à la vue du patient et il lui disait là, on va vous mettre un médicament super puissant qui va vous faire super du bien. Et il y avait les injections cachées, donc là les analgésiques étaient administrés via une machine programmée, donc il n'y avait pas le super médecin qui venait vous dire, qui vous donnait un super antalgique, ok. Et en fait, l'objectif, c'était de comparer les réponses des patients aux injections ouvertes, donc où on avait un effet placebo contextuel supplémentaire, et caché, donc sans les effets contextuels du médecin rassurant qui vient vous sauver de votre douleur. Et en fait, qu'est-ce que ça donnait? En fait, les injections cachées, elles ont nécessité une dose plus élevée d'analgésique pour atteindre une réduction de la douleur de 50% par rapport aux injections ouvertes. Ok. La variabilité de la réponse, en fait, a été plus faible avec les injections cachées qu'avec les injections ouvertes. Qu'est-ce qu'on retient de ça? En fait, si vous voyez le médecin qui vous donne l'antidouleur, l'antidouleur, il est plus efficace. Et il vous dit, on va vous soulager de votre douleur. Et là, d'un seul coup, c'est plus efficace. Quand c'est la machine, c'est nettement moins efficace. Par contre, quand il y a l'effet placebo qui rentre en jeu, les effets contextuels, on s'en fiche, l'analgésie placebo, avec le fait, notamment les opioïdes endogènes, là, il y a une variabilité qui est toujours plus grande. Ok. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont super bien répondre, et il y a des gens qui vont moins bien répondre, et ça dépend de plein de choses qu'on verra après. Je crois qu'il y a des facteurs génétiques, on verra la diapo suivante, comme je vous dis, je me rappelle plus tout bien de ce que j'ai fait là-dedans, j'ai commencé il y a un petit temps. Et ensuite, ils ont fait une douleur expérimentale ischémique. Donc en gros, donc là c'était des patients qui s'étaient fait opérer. Là, c'est des patients qui allaient bien. Ok. Ils ont pris des gens, alors je crois ils les ont mis le bras, ils leur ont tendu en gros bras à la verticale. Ils leur ont mis des bandes de compression pour en fait faire une ischémie et créer de la douleur. Ok. Et donc ensuite ils ont fait tout un tas de choses. Donc ils ont mis pas de traitement, naloxone caché, kétorolac et naloxone qui étaient cachés, kétorolac ouvert, kétorolac caché, kétorolac et naloxone ouvert. Le kétorolac, du coup, en fait, c'est un analgésique, c'est un anti-inflammatoire. Et l'analoxone, en fait, ça bloque les récepteurs opioïdes. Ils ont fait ça parce que on peut pas donner de naloxone à quelqu'un en post-opératoire. Donc, fallait prendre des personnes saines qui s'étaient pas fait opérer. Et en gros, après, ils ont comparé les résultats. Donc voilà, donc il y a par exemple le groupe de traitement pour voir comment était la douleur, l'analoxone caché pour voir ce que ça faisait de mettre de l'analoxone en cachet et tout ça. Et en gros, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la tolérance moyenne à la douleur, elle était de 21,5 minutes pour les injections ouvertes. Ok. Donc ici. Et de 17,23 minutes pour les injections cachées. Donc en fait, quand on vous donne l'antidouleur et qu'on vous le dit, bah, vous tenez plus longtemps. Quand on vous donne le même antidouleur mais qu'on vous le dit pas, vous tenez moins longtemps. Et l'ajout de naloxone à une injection ouverte de kétorolac a réduit l'efficacité analgésique, la ramenant à un niveau similaire à celui des injections cachées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on leur a donné le kétorolac, donc ils sont censés arriver ici, mais on leur a donné l'analoxone qui bloque, du coup, l'effet placebo, l'analgésie placebo,
Et du coup, bah, on retrouve le même résultat que si on leur avait donné le kétorolac en cachet. On a le même effet. Donc ça, c'est pour prouver qu'il y a bien un rôle des opioïdes endogènes. Ok ? La variabilité de la réponse à la douleur était plus faible pour les injections cachées et les injections ouvertes avec naloxone que pour les injections ouvertes seules. En fait, voilà, on a ici, on voit que ça, il y a une plus grande variabilité. Ok ? Et donc, bon, bah, on a une efficacité, enfin une implication des opioïdes endogènes dans l'effet placebo pour augmenter en fait l'efficacité analgésique d'un médicament. Donc en fait, quand on vous donne un médicament antidouleur, vous avez l'efficacité du médicament antidouleur et l'effet placebo en plus. Et avec cette variabilité ici. Là, c'est une autre étude, et donc c'était intéressant parce que dans celle-là, en fait, ils ont testé la douleur, donc conditionnement, et ils ont testé les hormones aussi, la sécrétion hormonale. Alors, je vais juste... Donc le protocole, conditionnement pharmacologique, donc les participants ont d'abord été conditionnés avec du sumatriptan, un médicament connu pour augmenter la sécrétion de GH et réduire la sécrétion de cortisol. Ce conditionnement a permis de créer une réponse physiologique mesurable aux deux hormones. Après plusieurs séances où le sumatriptan est administré, les participants ont ensuite reçu des injections placebo au lieu du médicament actif, mais ils ne savaient pas qu'il y avait eu ce changement, en fait. Suggestions verbales. Les participants ont également reçu des suggestions verbales visant à moduler leur réponse hormonale. Certains étaient informés que leur sécrétion d'hormones augmenterait, tandis que d'autres étaient informés que leur sécrétion diminuerait. Et en fait, contrairement aux résultats qu'on peut observer avec la douleur et aux performances motrices de manière générale, les attentes verbales seules n'ont pas eu d'effet sur les sécrétions hormonales. Donc c'est par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous faites de la muscu, vous voulez augmenter vos taux de testostérone, mais vous voulez pas acheter de produits dopants parce que c'est mal. Bah, vous vous dites, et par exemple, votre pote, pas vous, on va dire votre pote, il vient et vous donne des comprimés, qui sont des comprimés où il n'y a absolument pas de testostérone dedans, mais qui vous dit, ça va booster ta testostérone. Bah, a priori, ça va pas marcher. Voilà, ça va pas marcher. Donc, contrairement aux résultats observés pour la douleur et la performance motrice, les attentes verbales seules n'ont eu aucun effet sur la sécrétion de GH ou de cortisol. Cela signifie que le simple fait de dire aux patients que leur niveau hormonaux allait changer ne suffisait pas à provoquer une modification de la sécrétion hormonale. C'est dommage. Mais en fait, s'il y a un conditionnement pharmacologique, là ça peut marcher. Lorsque les participants avaient été conditionnés avec le sumatriptan, les injections placebo ont reproduit les effets du médicament actif. Ça c'est incroyable. Quelle que soit la suggestion verbale. Cela signifie que même sans le médicament, le placebo a réussi à augmenter la sécrétion de GH et à diminuer celle de cortisol, exactement comme le sumatriptan. Ces résultats montrent que le conditionnement fonctionne pour les processus physiologiques automatiques comme la régulation hormonale et que le corps apprend à répondre de manière similaire même sans la présence de la substance active. Donc si on reprend notre exemple, c'est, admettons, c'est les petits conseils pour économiser de l'argent. Non, c'est totalement faux, hein, mais c'est juste pour faire une analogie. Hein. C'est, vous faites une cure de testostérone pendant on va dire un mois. Vous prenez un comprimé rose d'une certaine couleur, donc rose d'une certaine forme, c'est ça que je voulais dire, triangulaire, parce qu'il faut qu'il y ait un conditionnement, donc il faut que ce soit toujours pareil. Et vous prenez des comprimés de testostérone dans un comprimé rose de forme triangulaire pendant un mois, votre taux de testostérone va augmenter, vous arrêtez ça, mais vous continuez de prendre le même médicament. Peut-être que la sécrétion de testostérone augmentera pendant alors peut-être pas de manière infinie, mais pendant un moment, elle augmentera quand même parce que vous continuez de prendre le médicament. C'est les petits conseils pour économiser. Non mais c'est une blague, mais c'est juste pour faire une analogie et qu'on capte un petit peu le truc, quoi. Et donc l'étude elle met en lumière que les attentes verbales influencent principalement les processus physiologiques conscients, donc la douleur, la performance, donc ils en parlent dans cette étude-là, mais ça on l'a vu depuis tout à l'heure. Par contre, les attentes n'ont pas d'effet sur les processus physiologiques inconscients comme la sécrétion hormonale, sauf si il y a un conditionnement. Et donc en fait on a l'effet placebo qui repose sur des mécanismes distincts en fonction si on veut agir sur quelque chose de conscient ou d'inconscient. Ok ? Les premiers, donc les mécanismes conscients, ils vont être plus influencés par les attentes, tandis que les seconds plus par le conditionnement. Ok ? Donc le conditionnement, les attentes, voilà. Ça c'est une autre étude où en gros ils ont donné à des gens du rémifentanil, donc c'est un antidouleur très puissant avec une très courte durée d'action, et en gros on donne à tout le monde le même traitement mais pour la même douleur,
et en fait les résultats ils sont à chaque fois différents. Donc pas de traitement, bon bah il y a une douleur à ce niveau-là, on leur donne du rémifentanil, comme je vous dis c'est puissant, hein, mais sans leur dire que c'en est, bon bah ça diminue mais un petit peu, on leur dit ouais là on va vous donner un antidouleur, c'est archi puissant, hein, et c'est le médecin qui vient vous le donner et tout en plus, boum ça diminue de ouf, et après on leur redonne le même traitement, mais on leur dit ah oui non mais là en fait c'est possible que ça fasse plus mal, nanani, nanana, parce qu'en fait ils étaient sous perf, et en fait on leur avait dit qu'il pouvait y avoir... parce qu'en fait à chaque fois ils leur faisaient style, oui on vous donne... ils donnaient des fois le médicament, des fois ils donnaient du sérum Phi et machin, et en fait quand ils ont retiré une paire de rémifentanil pour leur remettre du rémifentanil, mais ils leur ont dit c'est pas du rémifentanil, c'est du sérum Phi, donc c'est possible que les douleurs elles flambent, parce que du coup c'est plus de l'antidouleur, et les douleurs elles sont remontées comme au début, alors qu'en fait ils avaient rien changé du tout, c'était toujours l'antidouleur. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? On a 3 résultats différents pour 3 fois le même traitement. Ok, un traitement, 3 résultats différents, juste en fonction des attentes. Donc ça agit à plusieurs... On arrive à la fin là. Mécanisme... Donc ça va agir à plein d'endroits, le placebo. Ok, mécanisme psychologique. Analgésie placebo peut être déclenchée par des suggestions verbales. Bon, maintenant vous commencez à le comprendre. Conditionnement contextuel, apprentissage social, les attentes de soulagement de la douleur et les expériences antérieures d'analgésie. Ces effets peuvent aussi être reproduits par le conditionnement avec de vrais médicaments où les placebos imitent l'action pharmacologique après une exposition préalable. Neurochimie, les opioïdes, la dopamine, les cannabinoïdes. On le sait parce qu'on peut inverser ça avec de l'anoxone ou du rimonabant pour le système cannabinoïde. On n'en avait pas parlé, mais voilà, on a des substances qui permettent de mesurer ça. Neurophysiologie, analgésie placebo active un contrôle descendant, ok, et on va avoir une inhibition de l'activité nociceptive et réduisant la perception de la douleur. Interaction entre le placebo et les médicaments. Les effets placebo se combinent avec l'analgésie pharmacologique, amplifiant ainsi l'effet global de soulagement de la douleur. Différence individuelle. Bah voilà, donc on a les traits psychologiques, ok. Est-ce que la personne est optimiste, anxieuse, résilience, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a aussi des facteurs génétiques. C'est comme ça, tout le monde n'est pas égaux face à l'analgésie placebo. C'est comme ça. Les traitements placebo sont souvent efficaces, aussi efficaces que les médicaments réels dans la gestion de la douleur. Ouais, c'est ce que je vous disais en fait, souvent. Alors soit c'est dans l'analgésie finalement, le placebo il a un énorme impact, et des fois en fait les médicaments antidouleurs ils font pas mieux que le placebo. Réduction de la douleur subjective. Le traitement placebo a réduit la perception subjective de la douleur dans les deux types de modalités, douleur thermique, mécanique. Les participants ont signalé moins de douleur lorsqu'ils pensaient avoir reçu un traitement antidouleur. C'est incroyable. C'est ce qu'on parle depuis 1h15 maintenant. Non, je sais pas ça fait combien de temps qu'on parle là, mais ça fait un moment. Je crois que je commence à être fatigué même. Absence d'effet sur les voies de la douleur nociceptive. Malgré une réduction de la douleur perçue, les mesures par IRM fonctionnel n'ont montré aucune réduction de l'activité cérébrale dans les zones liées à la douleur nociceptive. Ok, cela suggère que le placebo n'agit pas sur les signaux physiques de la douleur. Donc les voies nociceptives, voilà, nociception, douleur, c'est des choses différentes. Effets cognitifs et affectifs, les effets placebo ont en revanche montré une réduction de l'activité dans les régions cérébrales associées à la modulation de la douleur via les processus cognitifs et affectifs. Ok, ça on l'avait vu aussi, corrélation individuelle, la différence individuelle dans la réduction de la douleur perçue était corrélée avec les changements cérébraux, confirmant que les processus cognitifs et affectifs sous-tendent les effets placebo. Et cette étude, en fait, elle démontre que les traitements placebo n'agissent pas directement sur les processus de la douleur physique, donc vraiment la nociception, ok, mais plutôt sur les processus cognitifs et affectifs. Ces résultats mettent en évidence l'importance des attentes et des processus psychologiques dans la perception de la douleur et le rôle des neuromarqueurs dans la compréhension des effets placebo. Il y a juste une chose à comprendre, ici, j'ai mis absence d'effet sur les voies de la douleur nociceptive, alors que ici, j'ai mis qu'il y avait une activité nociceptive. En fait, les études se sont pas intéressées à la même chose, on va dire, et celle qui me semble la plus vraie de ce que j'ai compris, ça serait plutôt celle-là, où en fait, il n'y a pas vraiment d'effet sur la nociception, ok. On va plutôt avoir un effet sur la douleur par justement les opioïdes endogènes et tout ça, mais on va pas forcément avoir une réduction de la nociception, ok. Donc en gros, ce qu'il faut juste comprendre, c'est peut-être que cette phrase-là, elle est pas totalement vraie, en fait. On va dire que la nociception reste la même, mais on a une réduction de la perception de la douleur. Voilà. Faut peut-être juste retirer ça. C'est beau. Et on est arrivé à la fin de la vidéo, donc là, vous pouvez vous applaudir. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici, c'est vraiment incroyable. Donc les thérapeutes, faut pas chercher forcément les effets spécifiques, les effets contextuels, ils sont présents, ils sont importants.
Et voilà. Donc là, on est arrivé au bout de cette vidéo. Ok. Donc on a parlé effet non spécifique, effet contextuel, réponse au placebo, tout ça. J'espère que les différences entre chaque, elles sont ancrées maintenant. J'espère que vous avez 2-3 mécanismes d'explication, ok, 2-3 tips pour essayer d'appliquer ça au CAB. Et voilà, en fait, on va s'arrêter là. Prochaine vidéo, normalement dans 2 semaines. J'ai le sujet normalement qui est... Je sais de quoi je vais parler, je vais pas commencer à travailler dessus, mais je sais de quoi je vais parler. Ça sera une vidéo un petit peu différente. Sur un sujet dans lequel j'ai aucune compétence particulière, mais j'ai envie de faire de temps en temps des vidéos sensibilisation, je suis tombé sur quelque chose, j'en parlerai, et puis on voit ça de façon normalement dans 2 semaines. Salut et à la prochaine.